Direction maintenant les États-Unis. 216 élus ont voté pour destituer le speaker républicain de la Chambre des représentants. Parmi eux, 8 républicains. C'est un coup de poignard dans le dos pour celui qui avait été élu à grand renfort de négociations, de tours d'élection. Ça avait été extrêmement compliqué, mais McCarthy est donc tombé cette nuit et ça n'est pas rien. C'est en fait un homme qui a mené la fronde. C'est un homme sur lequel on va revenir qui s'appelle Matt Gaetz. C'est un peu le fils spirituel de Donald Trump. Voilà ce qui s'est passé donc cette nuit, la séquence qui entérine sans doute le début d'un séisme politique aux États-Unis. Sur ce vote, les voix pour sont au nombre de 216. Les voix contre sont au nombre de 210. La résolution est adoptée. Sans objection, la motion de reconsidération est déposée sur le bureau. La fonction du président de la Chambre des représentants des États-Unis est déclarée vacante. Nous sommes en direct avec le correspondant TF1 LCI aux États-Unis. Bonjour Axel Monnier. Je le disais, c'est un séisme aux États-Unis. Oui, le mot qui revient ici, c'est chaos, en fait. Parce qu'effectivement, c'est une première historique, mais c'est surtout que tout semble compliqué pour les prochaines semaines. Kevin McCarthy ayant choisi de ne pas se représenter, les républicains vont devoir se trouver un candidat. Or, aucun nom n'émerge actuellement. Il va ensuite falloir surtout le faire élire. Et c'est là que ce sera une autre paire de manches. D'abord parce qu'on le sait, la majorité républicaine ne tient qu'à un fil dans la Chambre des représentants, et surtout parce qu'en janvier dernier, lorsqu'il avait fallu élire Kevin McCarthy, eh bien justement déjà, la droite radicale avait fait des siennes et joué les troubles faits. Il lui avait fallu patienter 15 tours de scrutin et 4 jours avant d'être finalement élu, avant que finalement cette petite bande d'extrême droite, comme elle est qualifiée ici, ne finisse par accepter de voter pour lui. Bref, les élus risquent de prendre beaucoup de temps. Hors de temps, ils n'en ont pas beaucoup parce que pendant ce temps, forcément, le travail législatif est suspendu. Or, ils ont une échéance essentielle le 17 novembre à venir, le possible shutdown, à nouveau, vous savez, ce vote sur les fonds budgétaires pour permettre le bon fonctionnement de l'État fédéral. On retrouve dans quelques instants Axel. Alors ce qui est fou, c'est que McCarthy tombe en raison d'une promesse qu'il avait faite pour être élu. Il avait promis aux élus républicains qui le souhaiteraient de pouvoir individuellement soumettre une motion visant à le faire tomber. Bon, ça a été le cas cette nuit avec cette information. On va regarder quelques sites américains. Évidemment, cette information, elle est partout à la une des médias américains, comme le rappelait Axel il y a quelques instants. Et je vous propose d'écouter la première réaction de Kevin McCarthy qui revient sur les choix qu'il a fait. Et nous allons entendre François Clémenceau à ce sujet dans un instant. Il n'est pas toujours facile de faire ce qui est juste, mais c'est nécessaire. Je ne regrette pas d'avoir pris position en faveur du choix du gouvernement plutôt que des griefs. C'est ma responsabilité, c'est mon travail. Je ne regrette pas d'avoir négocié. Notre gouvernement est conçu pour trouver des compromis. Je ne regrette pas mes efforts pour créer des coalitions et trouver des solutions. J'ai été élevé pour résoudre les problèmes, pas pour les créer. J'ai peut-être perdu un vote aujourd'hui, mais en sortant de cette chambre, je me sens chanceux d'avoir servi le peuple américain. Chaque année, le Congrès débat, trouve une solution pour éviter le shutdown, le défaut de paiement de l'État fédéral américain. Ça a été notamment en raison de l'aide ukrainienne, les difficultés aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que lui reproche une partie des Républicains. Je vois faire ça de la tête, mais c'est ce que lui reprochent ses adversaires républicains. Et c'est là-dessus qu'il tombe en partie. Matt Gaetz soupçonnait McCarthy d'avoir passé un deal secret avec Biden qui correspondait, selon lui, à ce que le shutdown, c'est-à-dire la fermeture du gouvernement, soit évitée, et donc avec la possibilité pour le gouvernement de continuer à exister et de payer les fonctionnaires et d'assumer le budget de l'État pendant 45 jours supplémentaires, et en mettant l'Ukraine de côté, ce qui était une demande de l'extrême droite américaine, mais selon Gaetz, McCarthy aurait promis à Biden de faire voter l'enveloppe budgétaire sur l'Ukraine pendant cette période-là, ce qui, pour le coup, pour les républicains proches de Trump, était inadmissible. C'est qui ce Gaetz, alors ? Eh bien, il a 41 ans. Il est le fils du sénateur et riche homme d'affaires Don Gaetz. En 2016, il est élu de Floride à la Chambre des représentants. Et son modèle, on l'a dit, c'est Donald Trump,
dont il est proche. Il a quelques points communs avec l'ex-président des États-Unis. Comme lui, il adore attaquer ses ennemis via X, donc ex-Twitter. Il est suivi par plus de 2 millions d'abonnés. Il est anti-avortement, climato-sceptique, contre l'immigration. Et Matt Gaetz a la réputation de passer plus de temps sur Fox News que sur les bancs du Congrès. Il a eu des déboires avec la justice. Par exemple, en 2020, il a été mis en examen, soupçonné d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure contre de l'argent. Alors, il est contre l'aide fournie par les États-Unis à l'Ukraine, et ça depuis le tout début de la guerre. Par exemple, en mars 2023, il est l'un des 8 seuls députés sur les 435 à voter contre la suspension des relations commerciales avec la Russie. Et vous le voyez, il a tweeté, c'était hier, sa cible du moment, on l'a dit, Kevin McCarthy. Hier, il s'en prenait une fois encore à lui avec des mots très forts. Écoutez. Monsieur le Président, mon ami de l'Oklahoma affirme que mes collègues et moi-même, qui ne soutenons pas Kevin McCarthy, plongeraient la Chambre et le pays dans le chaos. Le chaos, c'est le président McCarthy. Le chaos, c'est quelqu'un en qui nous ne pouvons pas avoir confiance. La seule chose que la Maison-Blanche, les démocrates de la Chambre et beaucoup d'entre nous du côté conservateur du caucus républicain soutiendraient est une chose que nous avons tous en commun. Kevin McCarthy a dit quelque chose à chacun d'entre nous à un moment ou à un autre qu'il ne pensait pas vraiment et qu'il n'a jamais eu l'intention de respecter. Accusation extrêmement virulente de quelqu'un de son propre camp. Alors, il faut que la Chambre des représentants continue de tourner. Du coup, McCarthy a nommé Henry pour lui succéder temporairement. C'est lui qui va faire la jointure. Regardez la virulence. La virulence. On va vous montrer l'image avec laquelle il frappe son marteau, Patrick McHenry, hier soir. Conformément à l'article 12A de la règle 1, le président de séance décrète la suspension d'audience de la Chambre. Dans ce geste, on sent toute la colère de Patrick McHenry. Axel Monnier, quel est le calendrier? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que la situation ne va pas rester en l'état. Alors ça, c'est compliqué à établir. Il y a une chose que l'on sait, il vient de le dire, effectivement, la Chambre des représentants est ajournée pour toute la semaine. Derrière, eh bien, en fait, l'institution entre dans une grande zone inconnue, puisque c'est une première historique. On l'a dit. Alors, le speaker par intérim n'a pas de limite dans son mandat. Il n'y a pas de limite de moment pour trouver un président. La Constitution ne précise rien à cet effet. Donc, tout va se faire, on va dire, par découverte. Alors, il y a quand même quelques bribes d'informations. Ce mardi soir, les élus républicains ont tenu une réunion pour essayer de sortir de la crise. Et justement, McHenry a essayé d'établir un calendrier. Il voudrait que dès le 10 octobre, un candidat républicain soit désigné et que dès le lendemain, le 11 octobre, c'est-à-dire que ça laisse même pas une petite semaine, eh bien, son nom soit soumis au vote. C'est un calendrier idéal. Le problème, c'est que vu le contexte actuel politique ici à Washington, il semble bien difficile à être respecté. Merci beaucoup Axel Monnier, correspondant TF1 à LCI aux États-Unis. Vous avez dit à l'instant en antenne, François, c'est un coup d'État. Quand vous entendez les élus du Congrès parler de gouvernement, ils ont dit « govern ». Le Congrès des États-Unis gouverne le pays. Il y a une séparation des pouvoirs naturellement entre l'exécutif et le législatif, mais comme aucun dollar américain ne peut être dépensé sans l'aval du Congrès, le Congrès est véritablement le copilote de la politique américaine. Et donc, à partir du moment où 11 républicains parviennent à faire destituer le président de la Chambre des représentants, ça veut dire qu'ils sont capables de mettre à bas l'exécutif. Donald Trump avait échoué j'allais dire, à faire invalider l'élection américaine par l'assaut du Capitole. Ouais. Donald Trump prend sa revanche. Ici, parce que Matt Gaetz est l'un des siens, et parce que, je le dis en quelques secondes et on aura le temps de s'en expliquer plus tard, parce que l'une des hypothèses les plus folles qui circulent aujourd'hui, c'est que à partir du moment où la Constitution ne précise pas comment élire le président de la Chambre des représentants, c'est-à-dire que il est possible que ce ne soit même pas un représentant ou un élu. Ça pourrait être Donald Trump. Et c'est exactement ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Choose Trump. Juste un mot, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'Assemblée nationale, en France. Vous savez, on a beaucoup parlé sur ce plateau de... Vous pensez à l'Assemblée, moi je pensais à l'économie américaine qui va bien. Non, parce que vous savez on a des, on a des divergences. Bah oui, la motion de censure en France où... La motion de censure était votée par une partie de la majorité contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Ouais, exactement. Alors toute institution gardée, puisque ça fonctionne pas de la même façon, mais il y a cet effet de stupeur là.
Non, les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire que l'économie américaine va plutôt bien. L'emploi, par exemple, est extrêmement dynamique aux États-Unis. Biden a lancé des programmes sur lesquels on ne reviendra pas, à mon avis, l'IRA notamment, vous savez, le Inflation Reduction Act, la réorientation de l'industrie, le conditionnement des avantages fiscaux, notamment à la transition climatique. Là-dessus, personne ne pourra revenir dessus, à mon avis. Là où il y a un vrai enjeu, selon moi, c'est sur l'Ukraine. C'est-à-dire et ça nous intéresse très directement, nous, Européens, est-ce que les États-Unis, j'ai vu que dans le petit paquet qui a été passé, là, il y a 7 milliards. Pour l'Ukraine, 6 ou 7 milliards. Vous savez quoi C'est ça. Vous savez quoi, nous y reviendrons et on prendra le temps de nous projeter sur les conséquences pour l'Ukraine, parce que vous avez complètement raison, Pascal, et François, vous nous alertez dès hier là-dessus. Ça change la géographie européenne, ça change la géopolitique européenne. Ça change le sort de la oui, bien sûr. Donc nous y reviendrons.